Bien, bonsoir. Nous sommes le... Ouf, je sais même pas. Alors là, j'ai perdu 28 octobre. 28 octobre. Nous sommes le 28 octobre. Et nous sommes le lundi, pardon. Je suis déconcentré. Vous voyez, parce qu'en même temps, j'étais en train d'élaborer un plan. Essayer d'élaborer un plan pour vous entretenir en ma compagnie. Bon là, hier je suis resté à la maison et il fallait, c'est pas bon, il faut sortir, sinon ça va pas. On s'enquiste, mais bon. Là ça va, il fait un peu frais, mais un véritable temps d'automne. Vous avez vu, les feuilles sont en train de vraiment tomber. Ça y est, c'est l'automne, quoi. De toute façon, toutes les saisons passent vite maintenant. On n'a pas le temps de réaliser qu'on est à l'automne, qu'on passe à l'hiver, qu'on est à l'hiver, qu'on passe au printemps, printemps à l'été, tout ça passe à une vitesse incroyable. C'est une course de vitesse, le temps s'accélère. Alors vous allez me dire c'est mental, c'est une impression, peut-être, mais on a l'impression que ça va très très vite. Et donc du coup on vieillit vite. Et du coup, la vie passe vite. Alors, en ce moment, branle-bas de combat, en ce qui me concerne, parce que on est en train de vendre la maison pour mon père, parce que comme il est en résidence senior et que ça coûte une blinde, alors je vous dis pas, il va falloir vendre la maison. On ne sait pas que faire des meubles. Il y a la vaisselle à récupérer. Là, le linge, une partie. On sait pas ce qu'on... Moi, je peux pas prendre. Alors, on doit déjà se creuser la tête, comme vous, sûrement, quand ça vous arrive. Bah, quand on récupère une maison comme ça, il y a les souvenirs, il y a tout, donc ça, c'est un peu bouleversant, tout ça. Et c'est encore une étape compliquée qui m'attend. C'est-à-dire les souvenirs, la maison à vendre, avec tout ce que ça comporte effectivement, comme souvenirs, les meubles, les vêtements, tout ça. Oh là 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 là. Tiens, il y en a qui essayent de me joindre. Je vais voir qui m'appelle. Bon, bah ça y est, c'était le notaire qui m'appelait pour avoir des informations sur la maison. Vous voyez, je sens déjà que ça y est, ça commence. Les papiers qu'on réclame, les documents, les machins. Ouais, bon. En tous les cas, on est bien obligé parce que la résidence senior où il est coûte une blinde. Donc, bah voilà. On va vendre, mais voilà quoi, c'est compliqué tout ça. Enfin, c'est compliqué. Oui, c'est en réalité, j'aime pas perdre du temps à tout ça. Ça me plaît pas. Je le fais, mais vraiment. Vous savez, l'administratif, je m'y suis mis très tôt parce que ça a été un peu mon job, mais j'ai jamais aimé ça. J'aime pas ça, et je le fais par obligation. Je le fais par nécessité. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des corvées. Alors, c'est pour ça que les outils informatiques, pour le coup, j'aime bien, parce que ça va vite avec les mails, tout ça, on envoie les pièces jointes. J'aime bien quand c'est efficace, que ça va vite. Les signatures, maintenant, se font à distance. Alors ça, je dois dire que j'apprécie. Ça, vous voyez, c'est le bon côté du progrès. Et de l'informatique, puisque on n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de prendre des rendez-vous, il n'y a plus les délais de courrier, il y a le courrier qui n'arrive pas, enfin bref, les recommandés à faire. Là maintenant, ça va super vite, ça marche super bien ça. Un outil vraiment utile pour les gens comme moi qui n'aiment pas les paperasses, les papiers qui traînent et tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que là, pour le coup, ça permet quand même d'aller plus vite, mais si vous voulez, aujourd'hui, il faut prendre. On garde plus les maisons. Autrefois, bah, les gens restaient dans la maison familiale, j'imagine. On récupérait la maison, les meubles restaient dans la famille. Il n'y avait pas tout ce chamboulement qui aujourd'hui nous oblige à prendre des décisions assez radicales, qui sont pas sans effet sur le plan symbolique et puis sur le plan personnel, psychologique. Parce que c'est pas rien de se défaire de ce qui nous a de souvenirs, de tout ce qui constitue une attache personnelle, un lien avec les gens avec lesquels on a vécu.
Et ça, c'est compliqué. Donc, vous voyez, c'est toutes les étapes par lesquelles passent les gens de ma génération qui perdent leurs parents ou qui ont leurs parents en maison de retraite. Bah, ils passent par là, c'est-à-dire, c'est pas facile. En tous les cas, il y a toujours des périodes comme ça, où, un peu laborieuses, mais il faut le faire. Ensuite, les déménagements, je vous dis pas, aller chercher les... Alors là, je vais déléguer parce que franchement, j'ai horreur de ça. Porter les meubles, déménager les affaires, ranger les affaires, ça, je préfère payer que de le faire moi-même parce que là, franchement, j'ai pas la force ni le courage. Là, c'est trop, c'est too much, là. Alors, on verra. Bah, de toute façon... laissons faire. Alors j'ai eu une conversation avec une amie dernièrement. C'est vrai que des fois, on voit là, c'est ce qui m'est arrivé déjà à un moment. On voit la montagne, on ne voit que la montagne et du coup ça. Alors qu'en réalité, il vaut mieux ne pas regarder la montagne et avancer étape par étape. C'est-à-dire de voir simplement, de baisser le regard et de voir les étapes les unes après les autres. Parce que si vous levez la tête et que vous voyez la montagne à affronter, vous êtes paralysé, vous êtes mal, vous êtes anxieux. Alors que si vous ne regardez pas la montagne, mais que vous regardez déjà la première étape, la deuxième, la troisième, ainsi on arrive à graviter la montagne sans être bloqué. Parce que le problème de tout voir d'un seul coup, paf, c'est que ça nous bloque et en même temps ça crée une forme de paralysie, on procrastine, on a du mal, quoi. C'est dur d'aborder tous les problèmes qui se mêlent. Alors on y va progressivement, étape après étape, et là on digère. On arrive à avaler la chose. En fait, c'est comme un repas. Si tu manges tout d'un seul coup, c'est impossible, mais il faut passer par l'entrée, l'apéritif, l'entrée, le plat de résistance, le fromage, la salade, le dessert. Alors là, ça va, les unes après les autres. Ben là, c'est pareil. Il faut y aller étape par étape surtout. Mais pas avoir la montagne qui vous attend parce que là, ça bloque. Et moi, j'ai tendance à voir la montagne et ça me décourage. C'est ce qui s'est passé pour mon cancer de la prostate. C'est-à-dire qu'en réalité, vous commencez par un examen. C'est la prise de sang. Ensuite, l'échographie. Ensuite, le scanner. Ensuite, la biopsie. Et ensuite, le PET scan. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 examens pour arriver à avoir un diagnostic précis. Alors, à chaque fois, vous avez une étape supplémentaire, une étape supplémentaire. Quand tu regardes tout ce qui t'attend, t'as envie de te coucher, t'as plus envie de... C'est too much. Puis finalement, on les fait. On fait comme vous, comme tout le monde. On les fait les unes après les autres. C'est comme les épreuves, on les avale les unes après les autres. Et puis, on s'aperçoit que ça se fait. Alors, est-ce qu'il y a une bonne façon de le faire ou pas ? J'en sais rien, peut-être. Des fois, les choses semblent couler d'elles-mêmes, se mettre en place. Je compte un peu là-dessus. C'est vrai que je compte un peu là-dessus. C'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, il y a un moment donné où je lâche l'affaire un peu, intérieurement. J'essaie de presque de devenir... de ne plus y penser. J'essaie d'écarter de ça de ma préoccupation. Et puis après, j'avale les trucs les unes après les autres. J'avale tout ce que j'appréhende, finalement, les étapes, je les avale les unes après les autres. Puis après, une fois que c'est fait, j'ai dit, oh ben merde, alors j'ai avalé tout ça. J'en reviens pas des fois des obstacles que j'ai réussi à franchir, mais en évitant trop de les fixer, en essayant de de faire un peu, d'être un peu indifférent, un peu distant, presque désengagé, et finalement essayer d'être presque pas concerné, et ça se fait plus facilement. C'est ce que j'ai observé chez moi. Je regarde un peu ailleurs, et puis la chose se fait, tac, 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 tac. Et là, les examens, ils ont tous été faits comme ça. Un peu, je dois dire, ça a été... ça, je m'en souviendrai par où je suis passé, et vraiment, je me dis que
que j'aurais pas pensé, que j'aurais. C'était mon appréhension et finalement ça se fait. Voilà. Bon, c'était une appréhension et finalement on les fait les uns après les autres. On accepte, on digère. Voilà, c'est la nature humaine. C'est peut-être notre faculté d'adaptation aux événements, aux choses, qui nous permet ainsi de survivre, parce qu'on est des survivants sur Terre. On est des survivants, on n'est que des survivants. Alors, vous voyez, là maintenant, ça va être la maison à vendre. Déjà, ça c'est la prochaine étape à faire. Et puis gérer tous les souvenirs, les meubles, les machins dont on sait que faire. Enfin bref, vous voyez, si je pense à tout ça, c'est comme une montagne et ça me prend la tête. Donc j'essaie de plus y penser et de me dire ce soir je me couche et puis je pense à rien. On verra bien demain. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on s'en sorte, parce que sinon, si on veut tout avaler d'un seul coup, c'est impossible. Impossible. Quand vous avez la maladie, quand vous avez des complications matérielles à gérer, quand vous avez des démarches administratives complexes, laborieuses à faire, et que à chaque fois qu'on fait une vente aujourd'hui, c'est laborieux, les changements d'adresse, les machins, voilà. Alors, après, quand on regarde tout ça, on capitule, on n'avance pas. Le mieux, c'est de faire les choses les unes après les autres, tranquillement, et là, ça se met en place. Avec une forme de distance, je crois, une forme de presque d'indifférence. Plus on est indifférent et distant, mieux ça marche. J'ai remarqué, plus les choses se mettent en route. Il ne faut pas trop prendre à cœur. Et ça, c'est aussi une leçon que j'ai apprise, c'est pas prendre les choses trop à cœur. Les faire, et puis comme ça. Et puis déléguer le plus possible. En déléguant, on s'en sort bien. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut déléguer, on délègue. Parce qu'on ne peut pas tout avaler. On ne peut pas tout s'occuper de tout. On peut pas. C'est comme ça qu'on devient malade et c'est comme ça. Donc, quand on peut déléguer, on délègue. Il y a toujours moyen d'un peu déléguer. On délègue telle chose, on délègue telle chose. Et comme ça, les choses se font parfois même mieux quand on délègue que quand on veut tout faire soi-même. Je n'ai jamais été pour le principe de tout faire soi-même. Je me suis toujours dit que c'est bien de confier certaines choses à des gens qui sont plus en capacité de le faire que vous. Voilà. Bon, puis la vie vous offre parfois des... En fait, dans la vie, il y a une forme de prendre la vie où les choses se passent mieux que l'on ne croit. C'est subtil. C'est pas facile à expliquer, mais il y a une manière parfois d'avancer qui fait que les choses, malgré tout, se font. Et c'est pas plus mal que de vouloir prendre tout à bras le corps et puis résoudre tout et puis tout ça. Ça, je suis pas du tout là-dedans. Je l'ai été. C'était une erreur de ma part. J'ai été un peu dans cela. Et ça, c'était pas bien. Ça, c'était pas une bonne chose. Je me suis aperçu que en prenant de la distance, en étant moins impliqué, ça marchait mieux, ça fonctionnait mieux. Il ne faut pas être trop impliqué. Quels que soient d'ailleurs les... Il ne faut pas être trop impliqué avec ses parents, il ne faut pas être trop impliqué avec les administrations, il ne faut pas être trop impliqué avec les interlocuteurs qu'on a, que ce soit dans l'administration, tout ça. Il faut tenir tout ce monde-là à distance. Même vos amis, je parle de vos proches, de vos parents, tout ça. Tenir toujours un peu à distance pour pas vous sentir complètement absorbé par l'autre, absorbé par les problèmes de l'autre, absorbé par les problèmes que l'administration va vous contraindre à avoir. Donc il faut à un moment donné mettre tout ça à distance, savoir faire attendre, savoir mettre un peu d'espace. C'est un espace vital qu'il faut arriver à gérer autour de soi de façon à ne pas se laisser engloutir. Parce que on est vite englouti, c'est comme j'ai vu avec mon père, on est vite englouti. C'est très dur de gérer la relation à nos parents qui sont, surtout quand je vous avais dit que j'étais fils unique, c'est compliqué, très compliqué. Et ça peut vous bouffer, vraiment vous bouffer. Et c'est pas la peine de chercher un prétexte. Je sais que certains cherchent un prétexte, c'est-à-dire un conflit, créer un conflit pour gérer une séparation ou une distance. Non,
c'est pas la peine de gérer. Parce que souvent le conflit qu'on gère ou qu'on provoque avec la personne, c'est simplement, on essaye de se déculpabiliser en créant un conflit qui nous met en distance avec la personne avec laquelle on a un lien assez fort. Non, il n'y a pas à rentrer dans un conflit parce que ça nous détruit le conflit. Mais par contre, il y a une forme il y a un espace vital à entretenir. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser manger par l'autre. Et en général, il ne faut pas se laisser manger par les gens les personnes qui nous sont très proches, qui nous sont proches par le lien familial, ça peut être les enfants, les parents. Il ne faut pas se laisser manger. C'est une question de vie ou de mort pour nous. C'est de sauver notre peau. Et on peut bouffer, on peut passer à la casserole si on ne sait pas gérer ça. Parce que l'autre, inconsciemment, peut devenir pour vous un prédateur. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, les gens qui sont censés être proches de vous peuvent devenir les pires prédateurs qu'ils soient. C'est-à-dire, ils peuvent vous bouffer l'âme, vous bouffer l'esprit, vous bouffer votre temps, vous bouffer votre vie, et du coup, vous ne vous appartenez plus. Et ça, c'est pas normal. Ça, il faut dire non. Je vous assure, même si vous culpabilisez, c'est pas grave. Même si vous n'êtes pas bien, c'est pas grave. Mais vous sauvez votre peau. C'est pas de l'égoïsme, c'est sauver sa peau. Sinon, l'autre, parfois, le parent en question n'a pas de scrupules, hein. Il vous bouffe, il te bouffe tout cru. Il te raconte tous ses problèmes, il t'emmène dans ses problèmes, il te demande même pas comment ça va, toi. C'est à sens unique, hein, des fois. C'est-à-dire, la personne vis-à-vis de laquelle vous êtes proche devient un prédateur. Donc, dans ce cas-là, tu dis non. C'est comme le téléphone. Il y en a qui sont... Vous donnez des fois de mauvaises habitudes. Surtout que le téléphone est gratuit maintenant. Avant, c'était payant. Ça permettait quand même de se téléphoner que quand on en avait besoin. Mais maintenant, comme c'est gratos le téléphone, vous avez des gens parfois proches qui vous appellent tous les jours ou avec lesquels il faut avoir un... Moi je vois, il y a des enfants, ils appellent leurs parents tous les jours. C'est de la folie. Alors ils appréhendent, ils savent qu'ils vont avoir au bout du fil la personne qui est évidemment en situation dégradée parce que le vieillard qui a 90 ans, 85 ans, 90 ans, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'il a été dérangé toute la nuit, qu'il n'a pas dormi, que ça va pas, qu'il a mal à la jambe, tout ça. Et tous les jours, vous avez le droit à ce refrain-là quand vous êtes un enfant qui téléphone systématiquement vos parents. Vous savez que vos parents sont malades en vieillissant, tout le monde. Mais l'autre va profiter de cette oreille, et si en plus vous êtes l'enfant, il va profiter de cette oreille pour vous accabler de ses problèmes, de ses soucis, et il devient très égoïste, très prédateur, dans le sens où il n'y a que sa vie qui compte. Il ne pense même pas à imaginer que vous avez 10 000 autres problèmes à gérer et que son problème de diarrhée qu'elle a eu cette nuit, finalement, c'est rien. Donc pour vous, c'est un détail. Et lui croit que c'est le centre du monde et que vous devez être à son écoute. Alors ça, attention. Attention à ne pas tomber dans ce piège, d'où la nécessité de mettre de la distance également dans ces petites choses que sont l'appel téléphonique. Il faut faire un appel par semaine, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de s'appeler tous les jours. Tout ça, c'est des nœuds qu'on se crée, ce sont des contraintes qu'on se crée qui n'existaient pas autrefois, mais qui aujourd'hui, avec la communication et la facilité de communiquer, fait que vous êtes toujours le téléphone à la main, et puis, il faut que je la rappelle. Les gens en ont ras-le-bol, quoi. Les jeunes en ont marre, et c'est normal. Et il n'y a pas de scrupules à avoir, parce que la vie est dure, la vie est compliquée, la qualité de vie a changé par rapport à autrefois. Autrefois, les choses étaient plus simples, je vous dis, et puis il n'y avait pas tout ça. Puis les gens vivaient moins vieux, donc il n'y avait pas cette agonie progressive qui prend du temps. Vous voyez vos parents qui sont là tous les jours, qui sont là. Alors évidemment, la médecine les sauve, mais ils sont dans quel état? Ils vivent leurs 10 dernières années dans un état de décrépitude terrible, et vous ne pouvez pas pendant 10 ans être là à les avoir tous les jours avec une complainte, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Vous ne pouvez pas, c'est pas humain. Il y a un moment donné où soit la personne âgée a l'intelligence de prendre sur elle et de se dire je ne vais pas faire supporter ça à mes enfants,
mais où elle voit elle s'arrange avec ses amis ou ses partenaires pour échanger sur leurs problèmes de santé. Mais vous, quand vous avez d'autres choses à gérer, vous êtes à un autre stade de votre vie et vous ne pouvez pas vous mettre au même stade que la personne qui a 90 ans, quand vous en avez 60. Et quand vous en avez 30, vous ne pouvez pas vous mettre au stade de la personne qui en a 60. C'est normal, c'est légitime. Et là, il faut reprendre ces questions-là d'une manière décomplexée et arrêter surtout de culpabiliser. Parce que j'en entends des gens qui cherchent « Ah, il ne s'occupe pas de ses parents, ah, ceci, ah, cela ». Ça, j'ai tellement entendu tout ça et je me dis non, ça regarde chacun. Si certains prennent de la distance, c'est qu'ils ont peut-être leur raison et on n'a pas à chercher et à juger ce qui se passe chez les autres. D'ailleurs, personne n'est bien placé pour connaître l'intimité des familles, ce qui s'est passé dans l'enfance, et donc on n'a pas à rentrer dans un jugement quand ça ne concerne pas notre famille. Vous en avez qu'à occupez-vous de votre famille, occupez-vous de gérer votre famille au mieux qu'il soit, mais ne mettons pas notre nez dans la famille des autres parce que nous ne savons jamais ce qui s'est réellement passé et c'est toujours facile de porter un jugement extérieur sur des conditions qu'on ignore. Voilà, donc je pense que là c'est important de le dire aussi, parce que sinon on vit avec des haineux, on vit avec des scrupules, on vit avec des machins, on se balade avec ça et ça sert à rien. Ça ne nous aide pas et ça nous prive de nous réaliser dans notre vie. Parce que la vie, Jésus il disait allez enterrer vos morts, il disait allez occupez-vous d'annoncer la bonne nouvelle, mais il n'était pas comme ça en train de dire à ses disciples d'aller mijoter avec leur famille, leurs parents, et puis de rester comme ça dans un confinement autodestructeur qui fait que tu n'avances pas dans ta vie, quoi. Tu te sacrifies. Non, ça va pas. Non, chaque personne, chaque être humain est là pour aboutir à sa réalisation, et j'en viens toujours là. Il est important que l'humain se réalise et que les parents lâchent leurs enfants. Ça, c'est important. Et si les parents ne te lâchent pas, tu te dégages de tes parents. C'est très important pour te réaliser. Parce que ta vie, elle ne dépend pas de la projection de tes parents. Ça aussi, j'en connais des parents qui ont projeté sur leurs enfants, fait des projections. Ah, j'aimerais avoir des petits-enfants. Ah, j'aimerais que tu aies une bonne place. Ah, j'aimerais que tu aies ceci. Mais c'est quoi cette vie-là? Elle n'est pas... arrête de projeter sur tes enfants, projette sur ta propre vie. Réalise-toi, fais ta vie. Mais arrête de te projeter sur tes enfants. Tes enfants, tu leur lâches la basket, ils vont se réaliser tout seuls. Ils vont trouver leur voie tout seuls. Et il faut qu'ils trouvent leur voie tout seuls. Mais il n'y a pas à capter comme ça et à obliger les enfants à correspondre à un schéma que vous avez construit dans votre petite tête et qui correspond à votre idéal de vie. Ça aussi, c'est terrible. Vous voyez, donc là aussi, si on veut progresser, si on veut vraiment dans cette vie et si on veut avancer, il faut quand même maîtriser ces bases-là. Et dans l'éducation, dans la transmission, on doit maîtriser ces bases-là pour que chaque être humain puisse aboutir à sa réalisation. On est sur Terre uniquement pour réaliser quelque chose. Il y a un projet sur vous. Et ce projet, décodez-le pour enfin le comprendre. Mais en tous les cas, c'est un projet d'élévation et c'est un projet de réalisation par rapport au destin qui vous est donné, qui vous est confié. Vous êtes là avec un projet, avec un plan de vie, et tout ce qu'on nous demande, c'est de le réaliser. Et puis, le jour où vous devez décaniller sur Terre, vous décanillez. Voilà. Et donc, c'est important de savoir que nous avons tous un projet. Et c'est comme ça qu'on doit prendre la vie de mon point de vue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui sont dans une dynamique, qui sont dans un combat, qui sont dans
dans l'œuvre, c'est important de s'engager, c'est important de se positionner, c'est important de faire des choses pendant qu'on est là. Ça sera trop tard après. Vous voyez, c'est pas après qu'on pourra faire ce qu'on a à faire ici. Il est temps de faire ce qu'on a à faire. Et on a beaucoup de choses à faire ici même sur Terre tant qu'on est vivant, tant qu'on a la santé, tant qu'on nous prête la santé. C'est ça aussi, j'en ai vraiment pris conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir peur. Si on doit partir, on partira. Il n'y a pas à avoir des craintes imaginaires ou se construire là aussi des montagnes de peur et de trembler devant toute chose qui serait une forme d'adversité. L'adversité, elle est là de toute façon. L'adversité, elle est là. Et si vous remplissez si vous êtes dans le juste par rapport à ce qui vous est demandé, d'une certaine manière, il y a une forme de protection qui vous est donnée, comme un accompagnement. C'est-à-dire, si tu réponds à ta vocation, eh bien, il y aura quelque chose qui, d'une manière invisible, viendra accompagner ton œuvre. Les choses se mettront en place. Mais ce qu'il faut, c'est trouver la voie qui nous correspond. Si la voie ne nous correspond pas, il y aura plein d'obstacles, plein de barrières, plein de choses qui viendront se mettre en travers. Mais si on trouve la voie qui nous correspond, pour laquelle nous avons été destinés, je pense que les choses se passeront relativement bien, au sens où vous aurez tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Les choses vous seront données pour l'accomplir. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Et je prends un exemple. Celui qui a le don de guérison, il va apprendre, comme un autodidacte. Il va apprendre. Et il va guérir. On lui a dit, toi, ton rôle sur Terre, c'est de guérir, de soigner. Parce que le soin que tu vas apporter va servir à l'autre personne qui, elle, sera engagée dans une autre démarche ou devra réaliser autre chose. C'est une réaction en chaîne. Et donc, cette collaboration en chaîne fera que l'ensemble, la collectivité fonctionnera bien. Donc, on est comme un collectif qui, du coup, s'entraide comme ça et chacun joue sa partition. Et celui qui soigne, il va avoir tous les éléments, les rencontres, les livres, les rencontres, les livres et le temps. Il aura tout à sa disposition pour évoluer dans cette fonction-là. Ça lui sera donné. Il n'aura pas d'obstacle. Après, il ne faut pas jouer au con. Après, il ne faut pas jouer au con. Il ne faut pas faire d'erreur. Faut faire attention. Parce que dans tout, il y a le revers de la médaille. Si tu rentres dans ta voie, tu risques de connaître du succès. Tu risques de connaître le plaisir de réussir. Souvent, la contrepartie de quelqu'un qui trouve bien sa voie, qui est bien dans son sillon, c'est la réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu réussis ? C'est l'ego. C'est-à-dire, tu crois que c'est toi. C'est pas toi, mais tu crois que c'est toi. Et à partir du moment où tu crois que ce qui t'est donné, c'est à toi que tu le dois, c'est ton ego qui gonfle. Et quand ton ego il gonfle, patatras, tu fous tout en l'air et tu trahis en quelque sorte le don qui t'a été donné, qui t'a été confié. Parce que le don qui t'a été confié ne t'appartient pas. Et tu n'as pas à avoir un ego gonflé. Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Les gens deviennent orgueilleux, prétentieux et n'ont pas de reconnaissance et d'humilité par rapport à la chose qui leur a été donnée. C'est le cas souvent d'artistes qui réussissent, parce que l'artiste qui réussit, c'est un artiste qui d'une certaine manière a trouvé le sillon, a trouvé la voie, mais un artiste, si vous voulez, c'est un être hypersensible, un être beaucoup plus proche
de son monde intérieur qu'un autre qui fait de la comptabilité, par exemple. Mais l'artiste, il a une fonction utile, mais en même temps, il y a un risque énorme. C'est de réussir et d'obtenir une forme de reconnaissance, voire d'admiration des autres. Du coup, il y a l'ego qui gonfle, et il devient orgueilleux, ça devient une star, et du coup, il perd tout. Et il lui arrive plein de tuiles dans la vie. Il lui arrive des obstacles, tout ça, et il ne sait pas pourquoi. Parce que c'est un artiste qui a trahi. Et du coup, il rencontre des galères. Et sa vie est faite de galères. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli son rôle d'artiste tel qu'il aurait dû le faire, c'est-à-dire avec humilité, en n'ayant jamais d'ego. La maladie vous arrive aussi, des fois, aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire vous avez été contrarié, vous avez été peut-être... vous avez fait quelque chose qui n'était pas dans l'ordre des choses. Et ça se déclare par une maladie une maladie qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, qui nous amène à réfléchir sur notre parcours, etc. Je vais laisser passer la personne. Et après, on va continuer. Voilà, je reprends la conversation. Donc c'est tout, en fait, notre parcours, si vous voulez, de vie. Aujourd'hui, je vois bien que quand j'interroge les uns et les autres autour de moi, je vois bien que chacun est un peu, d'une certaine manière, en galère, si vous voulez. Enfin, quand je parle en galère, c'est-à-dire rencontre des obstacles qui sont parfois difficiles à surmonter, parce que les obstacles en question sont de tout ordre. La société est loin d'être lisse, les choses sont compliquées, comme je vous disais tout à l'heure. Par exemple, vendre une maison, aujourd'hui c'est compliqué, parce qu'il faut des tas de papiers, répondre à des tas de questions, aller chercher je ne sais quoi, des vieux papiers que vous avez classés je ne sais où, vous voyez ce que je veux dire. Et donc la façon de se mouvoir dans ce monde est de plus en plus complexe. Et en même temps, on nous met des barrières. C'est-à-dire l'État fait tout pour nous mettre plein d'obstacles, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fluidité. Et donc ça fatigue, ça donne des contraintes. C'est un système extrêmement contraignant, où il y a de plus en plus de normes, d'obligations, de choses à répondre, etc. Et ça crée tellement de tensions que du coup, ça fatigue la personne et ça l'éloigne de son propre destin et de sa propre capacité à épouser son destin. Parce que la succession d'obstacles et de problèmes qu'on a, mais qui sont de tout ordre, c'est des problèmes affectifs, c'est des problèmes matériels, c'est des problèmes professionnels, c'est des problèmes psychologiques, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes, etc., etc. On va pas en faire l'inventaire. Tout ça prend une telle ampleur qu'à un moment donné, l'humain ne peut plus. Et l'humain est détourné de sa vocation, est détourné de sa réalisation. C'est le problème de notre société qui devient d'une telle complexité, d'une telle difficulté que toute notre énergie est rassemblée et mobilisée pour survivre dans un dédale d'obstacles à franchir qui sont de plus en plus compliqués. Alors, c'est là que soit on passe, soit ça casse, soit ça passe. Soit on traverse tout cela en essayant de les chevaucher les uns après les autres, les obstacles, et sans perdre de vue notre réalisation, sans perdre de vue notre fonction, qui est de réaliser quelque chose sur Terre. Et tous, nous avons à réaliser, nous sommes en fait tous là pour contribuer à quelque chose.
Et cette chose à laquelle nous contribuons, elle nous relie. C'est ça qui nous relie les uns les autres. En fait, c'est le grand plan. Et c'est donc cette contribution que l'on a, elle est personnelle, individuelle, mais on travaille pour le même corps mystique, on travaille pour le même projet mystique. Et c'est pour ça qu'on est tous complémentaires. Et dans cette vision de complémentarité, on doit s'inscrire dans une œuvre commune qui correspond bien entendu à ce qu'on appelle notre voie, notre vocation. Et du coup, c'est comme ça que se crée une civilisation. Et donc, et c'est pour ça qu'il y a au centre de cet objectif collectif, il y a un édifice consacré à ce... Il y a un édifice consacré à cette ambition-là, qui était symbolisé par le temple, l'église. Donc tout ça, vous voyez, ça fait partie d'une architecture complexe, mais qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce qu'on est dépendants les uns des autres. Et vous ne devez pas regarder cette vidéo en tant que spectateur, en tant que... Vous voyez, comme ça, d'une manière... je passe de l'un à l'autre. Ça me distrait. Je ne suis pas là pour vous distraire. Je ne suis pas là pour vous apporter une distraction parce que vous vous ennuyez dans la vie. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour stimuler, et j'essaie de stimuler en vous cette volonté de vous réaliser, vous, dans votre vie. C'est peut-être moi, ma fonction. En tous les cas, c'est celle que j'essaie de remplir actuellement. Et je l'utilise dans ce sens-là. Mais je ne veux pas que vous me regardiez comme ça, d'une manière, je dirais, désinvolte, en disant, bon, allez, on regarde Cottard, aujourd'hui, on va voir ce qu'il a à dire et tout ça. Ça, c'est pas bon. D'une part, c'est pas bon parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de ce que j'essaie de faire passer à travers mes vidéos. Je parle de moi, mais je ne parle pas que de moi. Vous voyez bien que quand je parle de moi, j'essaie de parler de vous, c'est-à-dire j'essaie de vous transmettre ce que vous... En fait, j'essaie de partager les épreuves qu'on rencontre les uns et les autres, et moi, je ne suis qu'un élément qui ne fait que rencontrer les épreuves que vous rencontrez également. Donc là, c'est dans ce sens-là où je vous parle de moi. Je ne parle pas de moi pour me parler de moi, mais je vous dis, vous voyez, ça je rencontre, et vous dites, moi aussi, je me retrouve dans ce que vous dites, parce que je rencontre les mêmes difficultés. Et ainsi, on s'aperçoit qu'on est tous dans la même galère, dans la même barque. C'est uniquement pour ça. Mais ensuite, ce que j'espère, c'est que ces vidéos vous obligeront à vous questionner sur vous et à vous questionner sur votre vocation dans ce monde, parce que vous avez une vocation, c'est sûr et certain. Et la vocation, je vous dis, c'est pas de profiter de la vie comme certains pensent. Vous n'êtes pas dans un parc d'attractions. C'est pas le but de la vie, de se distraire, d'aller sur un manège et de tourner en rond. C'est autre chose, la vie. Ça a une autre fonction. Ça a une fonction absolument sacrée. Et si vous ratez votre vie, vous ratez votre mort. Croyez pas qu'après vous allez vous en sortir comme ça. Si tu n'as pas fait ton job ici sur Terre, tu vas le payer quelque part après. Ben oui, parce que c'est un investissement aussi, je dirais, presque pour l'après-vie. Il y a une correspondance entre ce que vous vivez ici et ce que vous allez vivre après la vie. Il y a une correspondance. Et cette correspondance-là devrait vous stimuler au moins pour se dire, il faudrait peut-être que je me motive un petit peu sur Terre pour voir ce que j'ai à faire ou à réaliser. Et si cet après qui va durer peut-être une éternité va être plutôt plus ou moins confortable, je dirais. On ne doit pas aborder cette vie d'une manière désinvolte et comme ça, à la légère. C'est pas rien, vous savez, ce qui nous est confié là. C'est pas rien. C'est un précieux, je ne sais pas si c'est un précieux cadeau, mais en tous les cas, c'est une précieuse affaire qu'il faut prendre au sérieux. Notre vie est vraiment à prendre au sérieux. Et donc, il est important
que nous soyons dans la réalisation. Très important. Parce que de toute façon, quand nous serons arrivés à la veille de la mort, c'est la seule question qui importera, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? De quoi elle a été faite? Qu'est-ce que j'ai apporté sur cette terre? À quoi j'ai contribué? Ça, c'est important. Et c'est la question que vous vous poserez la veille ou la seconde ou la minute avant de mourir. Donc, je pense que c'est important. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.